Ici le commandant X. Je ne suis pas un héros de roman. J'existe. Il peut vous arriver de me croiser dans la rue. J'ai un nom de famille. Je vous le cacherai comme je vous cacherai mon visage. Les circonstances l'exigent. Je suis encore en service. Je vais donc emprunter le visage d'un comédien, le visage de Michel Doré, pour vous raconter une histoire que j'ai vécue. Une affaire de renseignement, comme on dit dans le jargon de notre métier. Nous sommes à Casablanca en 1942. Les Alliés viennent de débarquer en Afrique du Nord. De nombreux Français ont franchi la Méditerranée pour venir se joindre aux forces françaises libres. Mais parmi eux, des suspects. Des agents envoyés par les Allemands pour espionner ou démoraliser. Comment les reconnaître? Mon commandant? Vous avez le colis? Le sous-lieutenant Morel attend l'entrée avec l'un de mes collègues. Cachou? Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Eh ben, du cachou. Ah, c'est un cachou. Je vois, vous n'êtes pas amateur de cachou. Moi, j'ai un faible pour les cachous. Ceux-ci viennent de Londres. Tous les bons cachous sont fabriqués à Londres. Mais je ne vous ai pas fait venir ici pour vous parler cachou. Qu'avez-vous à me dire de cette affaire? Pour moi, mon commandant, c'est une affaire un peu particulière. Vous m'avez demandé d'interroger le suspect, mais vous avez omis de me dire ce qu'on lui reprochait au juste. Je voulais seulement avoir votre impression. Elle est bonne. Elle est très bonne. Cet aviateur français a franchi la frontière espagnole, au péril de sa vie. J'ai la conviction que c'est par patriotisme qu'il est venu se battre ici, en France, dans les forces libres. Vous avez perquisitionné à son domicile? Oui, il occupe une chambre très modeste. Et nous n'avons rien trouvé. Les dépenses? Normal. Eh bien, je vais vous dire maintenant, monsieur le commissaire, les charges qui pèsent contre cet individu. Je ne vous ai pas passé mon dossier, car il contient des renseignements ultra confidentiels. Et un dossier, ça traîne toujours. Mais dans nos services, c'est Je connais les services. On use de coffre-fort à triple secret, et on livre ces triples secrets à la femme de ménage pour qu'elle les poussette. Je reviens à notre histoire. À Paris, très exactement à l'hôtel Lutetia, un officier allemand, le major Snecker, est chargé de recruter des agents et de nous les envoyer ici, en Afrique du Nord, histoire de nous intoxiquer. Il ne fait pas mal du tout son boulot, ce Snecker. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, il a des dossiers. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les dossiers, c'est fait pour traîner sous les yeux indiscrets. Les yeux indiscrets, c'est moi qui les ai placés à l'hôtel du Tessia. Le jeu classique, les petits tours qu'on se joue entre services secrets. Et c'est mon homme ou ma bonne femme qui a trouvé le nom de Morel dans les papiers de Snecker. Prévenu, j'ai fait aussitôt une enquête et j'ai appris qu'en avril 1943, un Morel, en effet, avait franchi la frontière espagnole. Et, après un séjour de 2 mois à Barcelone, était arrivé en Afrique du Nord. M. Morel est le sous-lieutenant que vous avez interrogé. Oh.
Dans cette affaire, je ne joue pas les flambards. Il n'y a pas grand-chose contre ce type, j'en conviens. Si vous permettez, je vais l'interroger à mon tour, en votre présence. Bien, mon commandant. Alors je le fais entrer. Allez-y. Est-ce que je pourrais savoir au moins où je suis? Aura-t-on la décence élémentaire de me dire où je me trouve? Calmez-vous, lieutenant. Me calmer, vous en avez de bonnes. On vous arrête comme un malfaiteur, c'est tout juste si on vous passe pas les menottes. Et après, on vous demande d'être calme. Vous savez, si j'ai risqué ma vie pour venir jusqu'ici, ce n'est pas pour qu'on me traite comme un criminel. Personne ne vous a traité en criminel. On a simplement voulu éclairer un point douteux. D'abord, qui êtes-vous? Un officier comme vous, lieutenant. Donc un camarade. Comment dois-je vous appeler? Mais ça Mon commandant, mon capitaine? n'a aucune importance, mon vieux. Nous allons bavarder. Tenez, asseyez-vous. Je m'excuse, ce n'est pas très confortable. Et puis, fin de c'est froid. Que voulez-vous? Casablanca n'a pas prévu la pluie. Elle n'a pas prévu non plus nos services. Et nous avons dû nous contenter de cette bâtisse pour Fatma. Parfaite pour abriter un harem, mais détestable pour grouper nos bureaux. Bon. Vous allez me raconter votre petite histoire. Comment êtes-vous arrivé en Afrique du Nord? C'est très simple. Avant la guerre, j'étais à Mon Besançon. Dieu, je suis bête. Et vous vous plaignez qu'on vous traite en criminel. Mais qu'est-ce qu'on fait à un criminel? Mais bon, on lui demande son état civil. Mais j'avais simplement omis cette petite formalité. Voyez bien, on est entre amateurs. Eh bien, je m'appelle Jean Morel. Je suis né le 10 décembre 1913. Mes parents tenaient un petit commerce à Besançon. J'aurais voulu être ingénieur, mais la guerre est survenue. Je me suis engagé dans l'aviation. J'ai fait le peloton. Au moment de la débâcle, j'étais sergent dans l'aviation. Après, il a bien fallu vivre. Écoutez, vos explications sont très intéressantes, mais elles ont un petit défaut. Elles n'expliquent rien. Il vous manque 300 tickets de margarine. Écoutez-moi. C'est pas malheureux. Entre Français. Amélie, tais-toi. Et on s'étonne qu'il y ait des guerres. Je te répète, Amélie, tais-toi. C'est pas aux femmes de causer. Ben c'est à qui alors, puisque les hommes sont trop lâches? Non mais regardez-moi, je j'en fous. Je vous en prie, madame, je suis assermenté. Oui, eh bien, sermenté ou pas, vous m'empêcherez pas de dire que vous faites un fichu métier. Écoutez, Amélie a tout de même raison. Pourquoi nous cherchez-vous des embêtements? À votre âge, vous pourriez tout de même travailler. Non, madame, je ne peux pas travailler. Croyez-moi, je déteste mon métier autant que vous. Je ne suis pas un flic, moi. Je ne suis pas né pour être un flic, je suis militaire de carrière. Bon, bah, vous fâchez pas. On n'a pas voulu vous blesser. Eh bien, vous m'avez blessé quand même. Croyez-moi, j'aimerais mieux voler sur un avion et lâcher des pruneaux sur les boches que de trier vos sales tickets. Comment vous étiez dans l'aviation? Oui, pilote. Vous aussi? Ben, presque. À la base de Chartres, je tenais le mess des officiers. Alors, comme ça, j'étais constamment en rapport avec ces messieurs. Alors, vous pensez, je connais tous vos problèmes. Vous prendrez bien quelque chose. Non, merci. Si, c'est pas le fonctionnaire qu'on cherche à acheter. C'est le camarade de guerre qu'on reçoit. Amélie va chercher l'anisette, hein. L'avant-guerre, à 50. Aviateur. Oui. Après l'armistice, on m'a démobilisé, je me suis retrouvé sur le sable. Mes parents étaient morts sans me laisser un sou. Ils avaient fait de mauvaises affaires. Pas d'argent, pas de parents, pas de diplôme. J'aurais pu en passer, mais la guerre ne m'en avait pas laissé le temps. J'ai tenu le coup de 3 mois. Puis un jour, un ami est venu me trouver. Il était quelque chose dans le gouvernement. Il a insisté pour que j'entre dans le ravitaillement. Il m'a dit qu'il fallait des gens honnêtes et intelligents. J'ai fini par accepter. Et vous avez eu raison. Parce qu'au fond, voyez-vous, les honnêtes et les intelligents, eh ben, c'est moins dangereux que les autres. Et puis au moins, on peut se comprendre. Moi, je cherche toujours à comprendre. Ceux-là sont au vrai beurre. Ah, si je m'attendais.
Ça fait plaisir, hein? Trinquer chez soi avec un aviateur. Un vrai. Allez-y. Encore de l'avant-guerre. Santé. Mais après, il faudra pas aller nous moucharder. Plaisanter, quoi, maintenant, on est des amis, non? Mais dites donc, je pense à quelque chose. Vous rendez des services dans le ravitaillement, c'est entendu. Mais tout de même, vous préféreriez voler? Vous pensez, moi, voler, c'était ma vocation? Bon. Eh bien, je vais peut-être pouvoir vous rendre un sacré service. Oui, il y a quelques jours, un officier est venu me voir. Un de mes officiers. Il se rendait à Paris pour voler, avec l'autorisation des Allemands. Ah non. Non, très peu pour moi, je ne mange pas de ce pain-là. Qu'est-ce que vous imaginez? Moi, je suis pas un salaud. Moi non plus, j'aime pas les Boches. Et à aucun prix, je ne les aiderai à gagner leur guerre. Non, non, non. Mon officier ne travaillait pas pour eux. Vous allez tout de même pas me dire que les Allemands permettent de voler à des gens qui ne les servent pas? Si. Pour des vols commerciaux. Des vols uniquement destinés au ravitaillement de la France et des Français. Ah. Ça, vous n'allez pas me dire que c'est mal. Non, parce qu'alors moi, je vous répondrai que c'est patriotique. Merci. Je vous félicite, monsieur, d'être un bon Français. Un bon Français doit servir son pays. Et vous allez le servir en pilotant nos avions. Quand est-ce que je commence? Incessamment. Le temps de transmettre ce dossier et vous signerez un engagement. Vous savez, je suis pressé, moi. J'ai tout liquidé en zone libre, je ne connais personne en zone occupée. J'ai bien quelques économies, mais la vie est chère, elles seront vite épuisées. Ah. Les temps sont difficiles pour les pauvres Français. Et je ferai tout pour que le dossier aille vite. Très vite, monsieur Morel. Incessamment. Je vous le promets, incessamment. Nos services ont dû retenir votre dossier, mais ce n'est qu'un accident. Oui, j'espère. Parce que vous savez, je suis à fond de cale, hein, moi. Je fais plus qu'un repas par jour. Comme c'est regrettable. Je plains ces pauvres Français qui se sont engagés imprudemment dans une guerre barbare qu'ils ne pouvaient pas gagner. Milo! Begleiten Sie ihn. Tous des fumiers, ces Allemands. Ils sont aimables, ils sont gentils, mais c'est pour mieux nous rouler. Ouais, qu'est-ce que vous prenez? Ce qui est de moins cher. Je viens de zone libre, j'ai tout plaqué, il me reste 55 francs. Et après, moi, les ponts, moi, l'asile de nuit. Ça, mon vieux, ça me regarde pas. Je m'en fous. Commandez, je vous servirai. Un rouge. C'est pas interdit, non? Non. C'est un jour avec. Monsieur, vous avez eu tort de mal parler des Allemands. J'étais en colère.
Il y a 3 mois que leurs services me font poireauter. Les Allemands, vous le savez, ont beaucoup de soucis. Mener une guerre contre le judéo-capitalisme n'est pas une petite affaire. Croyez-moi. Oui, sans doute. Enfin, je m'imaginais au moins qu'ils étaient précis. Ils sont pagailles, c'est pas pensable. Ils promettent et... ils tiennent pas. Vous êtes sans doute tombé sur un mauvais service. Dans toutes les armées, il y a de mauvais services. Vous avez sans doute raison. Combien je vous dois, patron? 2,50. Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir. Voilà. J'inscris. Et comment? Eh bien, dites donc, vous avez l'air d'aimer le foie gras. Pardonnez-moi, il y avait 2 ans que j'en avais pas mangé. Maître d'hôtel. Je vous avais demandé un pommard 1935. Eh bien, mon capitaine, je vous l'ai servi. Non. Ce pommard n'a pas le fruité du pommard 1935. Si je m'abuse, ce pommard doit être un pommard 1938. L'année de la pluie. 1938, vous avez raison. J'ai dû me tromper. Je vous présente mes excuses, mon capitaine. Ça alors? Ça pour un Allemand, vous êtes rudement calé. À Munich, où j'habite en temps de paix, je possède, je m'en flatte, une des meilleures caves de l'Allemagne. J'ai toujours apprécié les bonnes choses venues de France. Dommage que vous n'appréciez pas autant les Français. Qui vous dit que je ne les apprécie pas? Depuis longtemps, il y a eu entre nos 2 peuples un malentendu. Et moi-même, par mes faibles moyens, j'essaie d'atténuer cette incompréhension absurde. Le capitaine Wrangel est à la tête d'un important service de compréhension. De compréhension, oui. Oui. Je me livre à des études approfondies sur les Français, afin de mieux les connaître, et par là, de mieux les comprendre. Je fais des enquêtes. Ah. Parfait. Le 3 décembre, vous avez donné votre démission et vous êtes venu habiter Paris à l'hôtel de la Gare, un hôtel de seconde catégorie. Puis vous avez déménagé et vous êtes venu loger rue des Abbesses
Dans un... Ah, le terme employé par mon subalterne n'est pas exact. Comment dites-vous déjà en français? Ah oui, j'y suis. Dans un réduit. Exact, n'est-ce pas? À cette époque, vous étiez déjà à bout de ressources. Aujourd'hui, vous avez même dépassé cette situation critique, puisque vous n'avez même plus ce réduit pour coucher. Vous êtes bigrement bien renseigné. Dites-moi, êtes-vous pour ou contre l'Allemagne? Pourquoi hésitez-vous? Vous êtes encore une victime de la propagande. Et de quelle propagande? Vous savez bien laquelle? Et le bourrage de crâne ne peut rien contre la vérité de la guerre. Nous gagnerons cette dernière bataille. Je n'en doute pas. Alors, songez à votre avenir. Soyez du bon côté. J'étais salement embêté. Dans quel guêpier je m'étais pas fourré? Je pouvais tout de même pas lui dire ce que je pensais. Il m'aurait fait immédiatement embarquer pour le Cherche-Midi et qui sait pour plus loin encore. Heureusement, je suis pas trop bête. Vous avez bien dit 1935. 1935. Le 20. Ben, pas marre, 1935. Oui. Bien. Moi, je préfère le 39. Mais vous? Oh, moi, j'ai mal au foie. Vous permettez? Vous avez du travail? Oui, en effet, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, commandant. Bon. Je vous accompagne. Alors, vous en convenez, commandant, toute son histoire tient debout. Oui. Oui, il a évité le piège. Mais puisqu'il a été en contact avec le Lutetia, il est normal qu'on ait retrouvé son nom. Il peut être innocent. Je me le demande. Bah, moi, ma conviction est faite. La mienne aussi. Tout ce qu'il vient de nous dire est vrai. Seulement, c'est après le Lutetia qu'il peut commencer à nous mentir. Bah, c'est-à-dire? J'admettrais bien que Morel ait rencontré par hasard ce type de la Gestapo. Il est parfaitement vraisemblable qu'il nous ait dit la vérité sur ce point. Mais après... À nous deux. Nous allons parler sérieusement. Comment sérieusement, mais je me suis exprimé avec la plus totale franchise. Cachou? Oui, merci. C'est un type vraiment très fort, hein, cet officier de l'hôtel Lutetia. Ah oui. Et il a une connaissance parfaite de la France. Et des vins français. Alors ça, il m'a épaté. Il avait d'ailleurs l'intention de vous épater. Que voulez-vous insinuer? Mon petit vieux, il fait le coup à tous ceux qu'il veut embaucher. Au Lutetia, on appelle ça le coup du pommard. Bien entendu, il est de mèche avec le maître d'hôtel. Oh, le salaud. Il vous a bien eu. Oui. Mais moi aussi, je l'ai eu. Ah oui? Eh ben, vous allez me raconter ça.
Tu fais semblant de croire ces boniments? Pourquoi? Par sport. Parce que j'ai toujours aimé blouser les salauds. Je l'ai revu au Lutetia. Il marchait. Il a même fini par me casser le morceau. Il voulait m'envoyer en Afrique du Sud pour intoxiquer. Oui, c'était son expression. Il m'a même proposé de l'argent. Alors là, ça sentait mauvais, j'étais peut-être allé un peu trop loin, je me suis perdu dans la nature. Le jour, ça allait, il suffisait de ne pas se faire prendre par les rafles pour le STO, mais... Et la nuit, pas question d'aller dans un hôtel. Ils étaient surveillés et moi, j'étais recherché par la Gestapo. J'ai eu alors une idée, sans me vanter, assez astucieuse. Tous les soirs après le couvre-feu, je me présentais dans un commissariat, je disais « J'ai raté le dernier métro ». Et on m'hébergeait sans histoire. Tenez, c'est là où une nuit, j'ai... Eh bien, si on m'avait dit qu'un jour je passerais la nuit au poste... Oh, mes petits potes, vous avez de la veine de m'avoir rencontré. Cher ami, je suis désolé. Mais non, au fond c'est assez drôle. Je connais 2000 histoires marrantes et toutes inédites. Je vais vous raconter celle du maréchal et des Esquimaux. Et une mode de beurre à celui ou à celle qui l'a déjà entendue. Moi. Tu l'as connue? Parfaitement, monsieur. Le maréchal, un matin, fait venir l'amiral de service et alors... Dites, ils ne vont pas nous fouiller? C'est pas le genre de la maison. Vous êtes sûr? Je suis un habitué. Et celle du polyvalent qui monte au ciel. Seulement là, les dames, faut qu'elles se bouchent les oreilles. Elle est un peu leste. Oh, allez-y, allez-y. Marché noir? Fausse carte? Il n'y a pas de mal à ça, quoi. Alors, il y a Toto, il demande à son père... Je vous donne en mille ce que Toto, il demande à son père. Oh, bah, si vous voulez pas rire, bande de snobs. Quelle haleine. Vous savez, je ne fais pas de marché noir. Ah. Je n'aurais pas voulu que vous croyiez que... Alors, résistance? Il ne faut pas vous en faire. Moi aussi, je suis recherché par ces messieurs. Décidément, on aura tout vu. Même une idylle. Pourquoi restes-tu à Paris? Pourquoi ne passes-tu pas en Afrique du Nord? Il faudrait une combine. J'en ai une. Cher? Pas un sou. Des résistants. De nuit, on franchit les Pyrénées avec un passeur et on se retrouve à Barcelone. Le soir même, je prenais le train pour Perpignan. La fille ne m'avait pas menti, tout marchait bien. Et j'arrivais sans encombre à Barcelone. Belle ville, hein, Barcelone. Vous savez, Dites-moi, y a-t-il toujours
À l'entrée du barrio de Chino, ce petit bastringue. Ah non, ça, je ne sais pas. C'est vrai. Vous ne deviez pas avoir le cœur à courir les endroits pittoresques. Et puis vous ne deviez pas avoir beaucoup d'argent non plus. Non, pas beaucoup. Quels étaient vos moyens d'existence? Les subsides de la Croix-Rouge. En effet, ça devait être plutôt maigre. Et moi qui vous parlais de bamboula. Non, décidément, je ne serais jamais qu'une brute. Comment passiez-vous vos journées à Barcelone? J'étais surtout préoccupé par mon départ. Tous les jours, je me rendais à la Croix-Rouge pour savoir quand je pourrais passer en Afrique du Nord. Mais dites-moi, Barrio Chino. Je vous ai déjà dit que je n'avais ni les moyens ni les loisirs d'aller au Barrio Chino. C'est vrai, où avais-je la tête? Non, mais c'est la montre que vous portez au poignet qui me distrait. Elle est très belle. C'est de l'or? Oui, je crois. Tiens, vous croyez complètement fauché. Là, ne me dites pas que vous l'avez ramené de France. Il y a un instant, vous m'avez avoué qu'à Paris, vous étiez sans un. N'avez pas d'histoire. Ce sont les bochetons qui t'ont fait ce bijou. Je vous jure que Tu non. me prends pour qui? Je connais leur méthode. À tous leurs agents, ils donnent une montre en or pour leur permettre de se débrouiller en cas de besoin. C'était ton petit viatique, à vous. Mais je vous jure que non. Je n'admets pas que vous me parliez sur ce ton. Je ne suis pas coupable, je vous le répète, pas coupable. Alors explique-moi la provenance de cette montre. Oh, c'est gênant. Oui. Tu es surpris, il te faut trouver un bouteillon à toute vitesse. Mais non, c'est gênant pour une autre raison. Je t'écoute. C'est une jeune fille qui m'a donné cette montre. Encore? Mais tu as une vie remplie de femmes. Une jeune fille que j'ai connue à Barcelone. Ah. Tu m'intéresses. Quand je suis passé en Afrique du Nord, elle a voulu que je garde un souvenir d'elle. Le jour de mon départ, elle m'a donné cette montre. J'ai d'abord refusé, mais elle a insisté, pleuré. J'ai fini par céder. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas vilain. Tu es même plutôt joli garçon. Et puis toi, tu dois savoir t'y prendre. De ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Je comprends que tu n'aies pas eu envie d'aller faire la fête au Barrio Chino. T'avais mieux et moins cher. T'as dû t'en payer, hein? Il est parti avec... Comment s'appelle-t-elle? Mercedes. Brune, bien entendu. Non. Tiens. Blonde. Avec un nom pareil, je l'aurais cru plutôt brune. Ah ben, mon vieux, ta Mercedes, sans le vouloir, elle t'a joué un sale tour. Parce que cette montre, pour moi, c'est une estampille. Tous ceux qui la portent à leur poignet sont classés. Agent des Schleux. Mais pas recommencer, non? Je suis venu ici pour me battre. J'ai eu tort, d'ailleurs. Ne vous fâchez pas, Morel. Vous avez été victime d'une coïncidence, voilà tout. Ça peut arriver. Allez, n'en parlons plus. Cigarette? Non, merci. Vous fumez pas? Si, à l'occasion, mais ce n'est pas chez moi une manie. Et ici, des bonnes fortunes? Je n'ai pas le temps. Trop de travail à la base. Savez-vous que vous êtes très bien noté à votre unité? Vos chefs vous ont défendu jusqu'à l'emportement. Il y en a même un qui a été jusqu'à me traiter de sale flic. Un garçon bien d'ailleurs, mais qui a son franc-parler. Vous voyez à qui je fais allusion? Oui. Au capitaine Bonnet. Vous avez deviné. Dans le civil, il est mandataire en primeur. Eh ben, la légume ne rend pas hypocrite. Mais dites-moi, après la guerre, avec des chefs aussi bien disposés pour vous, vous allez rentrer en France, chargé de déparation. Ce sont vos parents qui vont être fiers. Je n'ai plus de parents. Pardonnez-moi. Pas même un vieil oncle ou un petit cousin. Même pas. Je vous plains. Ça doit être dur d'être ainsi coupé de tout. Jamais une lettre. Jamais. À vous-même. Vous n'écrivez jamais. À qui voulez-vous que j'écrive? C'est vrai. À qui? Cette fois, je te tiens. Tu n'es qu'un menteur. Et un menteur idiot par-dessus le marché. Et qu'est-ce qui vous prend? Regarde ces clichés! Alors, tu croyais que tu pouvais écrire à Barcelone sans attirer les soupçons? Que nos services étaient composés de crétins? Eh bien non!
Toutes tes lettres ont été photographiées. Je vais vous expliquer. J'espère bien que tu en as expliqué. Bien, oui, j'ai écrit à la jeune fille de Barcelone. Je savais que c'était interdit par le règlement, c'est pour ça que j'ai nié tout à l'heure. Trop beau gosse, mon petit Morel. Ça te perdra. N'empêche qu'à ton âge, j'aurais bien voulu avoir tes succès. Mais hélas, j'ai jamais plu aux femmes. Tiens, si tu me donnais des leçons, voyons un peu ce que tu peux leur raconter. J'espère que nous nous retrouverons bientôt. J'ai hâte que cette guerre soit terminée. Ah ça, désolé mon petit Morel, mais il y a là quelque chose qui ne colle pas. Et quoi? Cette Mercedes est bien votre maîtresse? Oui. Mais ces lettres ne sont pas les lettres d'un amant. Ton glacé, c'est une phrase banale. Jamais une allusion. Non. Il n'est pas possible que ces lettres aient été écrites par un amoureux. Enfin, vous oubliez les parents. Quels parents? C'est de Mercedes. Des parents très vieux jeu, des parents espagnols. Ça aurait été un drame s'ils avaient découvert une correspondance amoureuse. Séducteur mais prudent. Vous avez raison, mon petit. On se défie jamais assez du coup du canapé. Une lettre qui traîne et hop, on va l'embarquer dans un mariage idiot. On ne m'a pas comme ça. Vous êtes malin. Je me défends. Bien non. Vous n'êtes pas si malin que ça. La preuve, c'est que vous venez encore de me prendre pour un imbécile. Et c'est toujours une faute de mésestimer un adversaire. L'explication que vous venez de donner est stupide. Elle tiendrait si les lettres avaient été expédiées au domicile de la jeune fille. Mais elles ont été envoyées poste restante. Qu'avez-vous à répondre? Enfin, mon commandant, Mercedes est sentimentale. Alors, comme beaucoup de jeunes filles, elle veut garder mes lettres. Elle les cache dans sa chambre. Mais si ses parents les trouvent, moi... Vous savez, Morel, votre affaire est très grave. Vous croyez, mon commandant? Je vais devoir rédiger un rapport. Enfin, mais qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Premièrement, d'avoir correspondu avec un neutre. Deuxièmement, de ne pas avoir rendu compte à vos chefs en arrivant à Casablanca de l'histoire de Lutetia. C'est ça surtout qui est embêtant. Ah oui. Vous allez me signer une déposition. Je signerai, mon commandant. Mais pourrais-je savoir... Vous espériez avoir de l'avancement? C'est-à-dire que... N'y comptez pas. Mon rapport restera dans votre dossier et vous nuira. Mon commandant, il faut être beau joueur dans la vie. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Ce qui m'arrive, je le mérite, j'ai été trop bête. Ça aurait été si facile en arrivant ici d'aller parler à mes chefs, mais vous savez ce que c'est, mon commandant. Au début, ici, on est un peu dépaysé. Il faudra me faire parvenir les réponses. Quelle réponse? Celle de Mercedes. Vous écrivez bien aussi, non? Ah oui, oui. Oui, mais je les ai détruites. Hein? Ça, mon pauvre vieux, je vois vraiment pas comment tu vas te sortir de là. Mais enfin, pourquoi? Parce que cette destruction est terriblement suspecte. On peut tout supposer. Que Mercedes, dans ses lettres, agent des nazis, te demandait des renseignements sur les armements français. Mais je vous jure que non! Il ne s'agit pas de moi. Tu m'as convaincu de ta bonne foi. Il s'agit des autres. Mon commandant, ces lettres n'ont jamais existé. Quoi? Mercedes ne m'a jamais répondu. Non. Elle t'a déjà oublié. Eh ben, mon donjon, c'est comme les copains, hein? Cocu comme tout le monde. Te plains pas, tu m'es sympathique. Beaucoup plus sympathique.
Seulement... Pourquoi fais-tu cette figure? Tu n'aimes pas quand je dis seulement. Désolé. Seulement, vois-tu, il y a encore un point qui pour moi reste obscur. Tu écris à cette jeune fille, elle ne te répond pas. Je comprends ton désarroi. Mais là où je ne te comprends plus, c'est quand je lis tes lettres. Si tu tiens tant à cette Mercedes, pourquoi ne protestes-tu pas? Pourquoi ne lui reproches-tu pas de ne pas te répondre? Or, dans tes billets doux, rien de tout ça. Non! Je vais te dire pourquoi tu écrives à Barcelone. Pour pouvoir transmettre des renseignements aux services allemands. Non! Et toi! Je te casse la figure. Tu me dégoûtes. Allez, donne-moi ce qu'il y a dans tes poches. Tu ne veux pas? Ouais, moi, je vais te faire fouiller. Fouillez-le. Vous n'avez pas le droit, vous m'entendez? Pas le droit! Pas le droit. Je vais peut-être prendre des gants avec une ordure qui a livré à l'ennemi les plans du X-22. Du X-22? Ouais. Ne tombe pas en syncope de surprise. Je t'ai fait marcher. Il y a longtemps que je sais ce que tu vaux. Pas même un crachat. Nos services sont un peu moins couillons qu'ils n'en ont l'air. Ils ont un peu trafiqué tes lettres. Tu sais, tes belles lettres d'amour à la blonde de Mercedes. Ils les ont plongées dans quelques bains chimiques. Et l'encre sympathique est apparue. L'encre sympathique? Oui, l'encre qui a servi à fourguer au cheleux les plans de l'avion X-22. C'est pas possible. Alors même devant l'évidence, tu nies. Mais c'est pas possible. Puisque je te dis que je l'ai vu de mes yeux. Mais c'est pas possible. Alors explique-toi. Mais c'est pas possible. À ma base, il n'y a pas de X-22. Bon malin, t'as plus en barrière. Non! Le X-22 est encore tenu secret. Vous voulez pas me croire? Eh bien, téléphonez à mes chefs. Mais téléphonez-leur, qu'est-ce que vous attendez? À moi d'être beau joueur. Je vais prêcher le faux pour savoir le vrai. Et vous m'avez coincé. Nos services n'ont rien découvert du tout. Non, ce n'est pourtant pas à faute d'avoir tripatouillé vos pauvres lettres. Voyez-vous, les Allemands sont très forts en chimie. Sans cesse, ils inventent de nouvelles encres. Il faut se tenir sur ses gardes si on ne veut pas se laisser avoir par ces rois de l'écriture invisible. J'ai un peu honte de vous avoir traité comme un vulgaire voleur à la tire. Tiens, vous avez à la fois un briquet et une boîte d'allumettes. J'ai toujours peur de manquer de feu. Sage précaution. Je porte bien pour tenir mon pantalon à la fois des bretelles et une ceinture. Vous avez dû me trouver moche. Il n'a pas été très chic. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un camarade de combat. Pourtant que nous avons des souvenirs en commun. Moi aussi, j'ai passé la frontière dans les Pyrénées, ma première année de l'occupation. Un fond romeux comme vous. Ah oui? Quelle balade. Ça ne m'en parlait pas. Si je vous disais que pendant la première moitié du trajet, un grand chien noir nous a suivis, mon guide et moi. Et je vais vous faire un aveu, j'ai peur des chiens. Souvent dans la vie, je me suis trouvé en danger de mort et je crois n'avoir pas perdu mon sang-froid. Mais un chien derrière moi, ça me rend nerveux. Surtout la nuit, et un chien noir. Et pour moyen de chasser ce kleps à coups de pierre, il aurait été capable d'aboyer. Vous avez remarqué? Au milieu des moments les plus dramatiques, il y a toujours un détail cocasse qui surgit et dont on se souvient. Je suis sûr que vous l'avez, vous aussi, votre détail farfelu. Non. Bon, vous m'étonnez, cherchez bien. Non, je vous assure. Alors, un petit effort. Le 13 avril. C'était un jeudi. À Font-Romeu, j'ai pris un autocar. Je suis descendu à un arrêt comme on me l'avait dit, l'arrêt des Trois Fermes. J'étais seul. Il faisait déjà nuit. La route était déserte. J'ai attendu au moins 10 minutes. Puis tout à coup, derrière moi, j'ai entendu un bruit de cailloux, des cailloux qui roulaient. Je me
Je suis retourné, j'ai vu un paysan qui sortait de derrière un rocher. Il s'est approché de moi. Il m'a dit Verdun. J'ai répondu Mourmelon. C'était les mots de passe. Et après? Je l'ai suivi. Nous avons pris un sentier qui montait. Un sentier... C'était plutôt un chemin de montagne. De l'escalade. Ça montait. Ça montait même très dur. Deux ou trois fois, j'ai failli glisser. Il me cassait la figure. Vite, j'ai été essoufflé. J'ai même dû m'arrêter. Mais vous comprenez, j'avais plus l'habitude. Il y avait si longtemps que je n'avais pas marché. C'est drôle. Il n'y a aucune vie dans votre récit. C'était un sentier de montagne, je vous l'ai dit. Il y avait des arbres? Quelques arbres. Il faisait des ombres? Oui. Et tenez, maintenant, je m'en souviens. Ces arbres m'ont rappelé mon enfance. Oui, il faut vous dire que j'ai passé une partie de mon enfance à la campagne, alors... Oui, tout à coup, j'ai eu peur. Oui, peur comme quand j'étais gosse. Ces ombres m'ont flanqué la frousse. Cette nuit-là, il y avait donc de la lune. Ça, je ne sais pas. Mais si, puisqu'il y avait des ombres. Oui, tenez, maintenant, je m'en souviens. Oui, c'est ça, une grosse lune blafarde. Eh bien non. Cette nuit-là, il n'y avait pas de lune. Tenez, regardez plutôt. Qu'est-ce que c'est? Un annuaire des lunaisons. Regarde, c'est écrit là, tu sais lire? Le 13 avril 1943, il n'y avait pas de lune. Mais tu ne pouvais pas le savoir, parce que le 13 avril 1943, tu n'étais pas dans la montagne. Tu étais déjà à Barcelone. Tu avais franchi la frontière la veille, non pas à pied, comme un vulgaire pecno, mais comme un seigneur, dans une confortable voiture des services allemands. Mais je peux même te dire qui te l'a procuré, cette voiture. Le Bijou Bar, un bar de Perpignan, un ignoble bistrot où les ordures de ton espèce viennent se rafraîchir quand elles ont envie d'aller faire un petit tour en Afrique du Nord, pour le service des Allemands. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai jamais été au Bijou Bar. J'ai franchi la frontière à fond rameux, je vous le jure. Mais la lune! Mais il n'y avait pas de lune. Et les ombres? Mais il n'y avait pas d'ombre. Et tes souvenirs d'enfance? Mais d'abord, c'est vous qui m'avez forcé à dire qu'il y avait des ombres. Moi, j'ai forcé. Bon, admettons. Alors c'est définitif. Il n'y avait pas de lune? Non. Tu as bien réfléchi? Oui. Mon petit Morel, tu parles toujours trop vite. Jette un coup d'œil sur la date de ce livre. 1933. C'est un bouquin vieux de 10 ans. Le 13 avril 1933, il n'y avait même pas de lune. Mais le 13 avril 1943, il y en avait une. Et même une fameuse. La pleine lune. Salaud, vous êtes un salaud. Ce que vous faites avec moi est ignoble. Vous me détestez, hein. Vous n'avez qu'une idée, me coincer, et par tous les moyens. Eh bien oui, puisque cela vous fait tant plaisir, j'avoue, je suis un traître. Et ce sont les Boches qui m'ont envoyé ici pour vous espionner. Vous êtes content? Cachou? J'ai rien à foutre de vos cachous. Vous convient, Morel, que j'ai un peu abusé de vos nerfs. Mais il le fallait. Non, c'est trop dégueulasse, on n'a pas le droit d'agir ainsi. Mais comment voulez-vous que je me souvienne s'il y avait ou s'il n'y avait pas de lune, à un an de distance? Moi, c'est beaucoup plus vieux.
Mais je me souviens. Oui, eh bien vous avez de la mémoire, vous entendez-moi. Moi, j'en ai jamais eu, jamais. L'incident est clos. Morel, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné la partie. Je vous ai un peu ennuyé, taquiné, mais c'est dans votre propre intérêt. Toujours embêtant, un soupçon qu'on traîne derrière soi. Maintenant, il est dissipé. Allez, reprenez vos affaires. Et j'espère que vous ne m'en voulez plus. Bon Dieu que je suis maladroit. Non, laissez, je les ramasse. Voilà. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous cherchez? La 5e allumette? C'est vrai. Il y avait une 5e allumette dans la boîte. Ah voilà. Je l'avais camouflée. Eh ben, pour un type qui n'a pas de mémoire, vous vous êtes souvenu du nombre exact d'allumettes que contenait cette boîte. Elle est importante, cette allumette. Elle ne s'allume pas, cette allumette. C'est peut-être pas une allumette faite pour s'allumer. Vous fatiguez plus à nier. Vous avez franchi la frontière en voiture. Oui. La fille au commissariat, c'était de la blague. Oui. C'est l'Oberleutnant du Lutetia qui vous a aidé à passer en Espagne. C'était plus facile. Et puis ça vous amusait de les rouler. Oui, c'est ça. C'était du sport. C'est mon vice, j'aime prendre des risques. En somme, vous n'avez rien fait contre votre pays. Non. Quel dommage que vous ne soyez pas venu me dire ça en arrivant. Tout aurait pu s'arranger. J'ai pas osé. Mercedes n'existe pas. C'est une boîte postale? Oui. Encre sympathique. Oui, il m'avait menacé. Il m'avait dit qu'il me descendrait, alors j'ai fait semblant de leur fourguer des tuyaux, mais sans aucune valeur d'ailleurs, vous verrez. Tu les as eus jusqu'au bout. Et moi? Qu'est-ce que je vais attraper? 60 jours d'arrêt de rigueur? Non. Moi? Douze balles dans la peau, mon petit vieux.